Merci Marc pour cette possibilité de partager avec vous nos travaux sur la dissociation d'azote sur un système très lointain de la nitrogénase, mais qui peut-être, par les études que nous avons menées pour comprendre comment ce système hétérogène réussissait à faire la dissociation de l'azote avec une molécule d'hydrogène, a certains échos avec les mécanismes des nitrogénases. Et je vais donc travailler à vous présenter et notre démarche de synthèse de ce système assez spécial, puisqu'il s'agit d'un atome isolé de tantale sur une surface de silice, mais surtout notre proposition de mécanisme. Pour continuer à poser le décor sur le défi qu'est la dissociation de l'azote, j'ai choisi de vous montrer le transparent suivant, qui est un transparent qui fait une comparaison entre deux molécules triplement liées, la molécule de diazote et l'acétylène. J'ai été assez surprise de voir que l'acétylène a une énergie de dissociation qui est plus grande que l'énergie de l'azote. On a 225 kilocalories pour le diazote et 230 pour l'acétylène. Cependant, nous savons bien que l'acétylène est un substrat tout à fait fonctionnalisable et que l'azote est un défi majeur. Une bonne façon de visualiser où est le défi, en appui au diagramme des orbitales moléculaires que nous avons déjà vu, peut être le diagramme ici sur le transparent qui reporte le potentiel de réduction. En noir, les intermédiaires liés à l'acétylène, en vert, les intermédiaires liés à l'azote. Donc le potentiel de réduction selon le nombre d'électrons qui ont été additionnés. Dans le cas de l'acétylène, la conversion d'acétylène en 2 molécules de méthane requiert, comme on a vu, 6 électrons et passe par des intermédiaires, somme toute, d'énergie assez raisonnable. Pour l'ammoniac, en revanche, même si le bilan thermodynamique est tout à fait acceptable, nous reverrons que c'est une réaction thermodynamiquement facile, il est cependant nécessaire de passer par des intermédiaires avec des énergies faramineuses. C'est donc une autre façon de voir bien que ce qui est le verrou pour la transformation de l'azote vers l'ammoniac n'est pas la thermodynamique, mais bien la cinétique. Quelles sont les étapes élémentaires que cet atome de diazote qui est apolaire, qui a une très grande différence énergétique entre la HOMO et la LUMO, qui est résistante au transfert de protons et donc aussi au transfert d'électrons, comment est-ce que nous pouvons réussir, pas à pas, à enclencher cette réduction de 6 électrons. Et en particulier, vous verrez aussi que le plus grand écueil a lieu au premier transfert. Nous devons passer ce pic de l'Everest, cette première étape d'activation, pour après avoir des molécules qui sont toujours plus disponibles vers la réduction finale en ammoniac. Rechercher des intermédiaires de réaction, essayer de baisser les énergies d'activation est aussi ce qui est à la base de la catalyse. Marc vient de nous parler de 2 des systèmes, il a parlé des 3 systèmes catalytiques capables de faire la réduction d'azote en ammoniac, donc les nitrogénases, très efficaces, 100 000 tonnes d'ammoniac ou d'ammonium produits par an, avec une stéchiométrie assez surprenante, avec un besoin énergétique colossal et beaucoup de questions sur quels sont les mécanismes liés à son fonctionnement. Des exemples moléculaires bien définis, très rares. J'ai reporté le premier, donc ce système monométallique de Schrock. On peut ajouter le système de Nishibayashi qui au début est bimétallique, mais qui, in fine, au niveau de mécanisme, retombe toujours sur ce système monométallique. Et enfin, une représentation schématique d'une surface de fer qui voudrait représenter le système catalytique industriel, qui n'est pas simplement de fer, qui a beaucoup de dopants, et ceci a un effet sur le mécanisme. Mais en premier abord, on peut le considérer comme une surface de fer capable, sous des conditions assez fortes et en présence d'hydrogène, de produire des quantités tout à fait importantes. On parle de la même quantité que le nitrogénase, 100 000 tonnes an. Et d'ailleurs, ça peut soulever des questions assez intéressantes sur comment
pouvons-nous penser de nourrir les milliards d'êtres humains que nous sommes si nous n'avions pas cette technologie, et quels sont les coûts de cette technologie qui amène aussi à la production d'explosifs. Mais ça, c'est tout un autre volet. Je vais rester concentrée sur les mécanismes. Je ne vous parlerai pas du tout des mécanismes de nitrogénage. Je suis venue ici pour apprendre. Je répéterai ce qu'a déjà montré Marc, donc que le mécanisme moléculaire est très bien compris, mais il est très peu efficace. Le système se base sur un ajout très contrôlé et lent d'un réducteur, que ce soit un cobaltocène ou un chromocène, d'une source de protons, en particulier l'ammonium, et que cet ajout, par exemple, pour obtenir les 8 cycles qui ont été reportés par Schrock et Yandulov dans leur Science 2003, ont besoin de 6 heures, parce qu'un ajout plus rapide conduit à la réaction parasite dans ce cas, qui est la combinaison d'un proton et d'un électron pour donner de l'hydrogène. Donc un mécanisme, ce qu'on a appelé un mécanisme distal, NH, NH2, NH3, libération de l'ammoniac, un nitrure, NH, NH2, ammoniac. Le mécanisme a les analogies avec la nitrogénase suivante, me semble-t-il, c'est que dans les deux cas, on a une source séparée d'électrons et de protons. Ammonium et cobaltocène dans le cas moléculaire, toute la machinerie complexe qui passe entre autres par la protéine fer pour l'électron et du proton du cytoplasme dans le cas de la bio. Nous sommes dans un système complètement différent en catalyse hétérogène, puisque cette fois nous n'avons pas de source de réducteurs et d'agents protonnants séparés, mais nous avons comme seule source d'agents réducteurs et protonnants l'hydrogène. Les mécanismes dans ces cas est bien établi, en particulier par Hertel qui a obtenu le prix Nobel en 2007 pour ses travaux et d'autres sur les systèmes en catalyse hétérogène et pour les mécanismes, et démontre que la première étape est une chémisorption dissociative de l'azote en nitrure de surface. Vous remarquerez les deux couleurs différentes qui veulent indiquer la présence d'un escalier, d'un step sur ces surfaces, donc d'une irrégularité sur la surface de métal, et c'est sur ce site-là en particulier que l'énergie d'activation est plus basse. Donc, dissociation d'azote en nitrure, dissociation d'hydrogène en 2 hydrures de surface, et c'est la recombinaison de ces espèces N et H qui donne de l'ammoniac physosorbé qui peut dissocier et donc permettre le cycle catalytique. Des travaux théoriques sur un modèle de nanoparticules de ruthénium couplé à la modélisation des étapes cinétiques successives ont permis à Norskov et toute son équipe de démontrer en effet que ce mécanisme est totalement compatible avec les sélectivités et activités observées en industrie, et aussi mis en exergue le fait suivant, c'est que c'est bien l'azote et sa dissociation homolytique en 2 nitrures qui est l'étape limitante. Les traits pleins et les traits hachurés sont la différence d'énergie entre cette activation sur ce défaut et cette activation sur une surface plane qui démontre bien l'importance de ces défauts dans les surfaces. Un autre point qui peut-être deviendra important au fur et à mesure de ma présentation, c'est que si cette étape-là est bien l'étape limitante, l'étape de l'hydrogène, de sa conversion en hydrogène en hydrure de surface, est très favorisée thermodynamiquement et n'a aucune intermédiaire isolable. Un hydrogène qui s'approche sur une surface métallique va être directement séparé en hydrure de surface. Pourquoi est-ce que ce moment est important? Parce qu'il aide à comprendre la rareté de systèmes qui sont capables de travailler avec l'hydrogène. J'ai rapporté ici quelques exemples tirés de l'état de l'art de systèmes capables de faire une dissociation, un clivage complet de la triple liaison azote.
Sur la dernière ligne, les 3 systèmes catalytiques que je viens de rappeler très sommairement, et en haut, quelques autres systèmes stéchiométriques. J'aurais dû ajouter le système de Hollande, puisque c'est un des rares qui utilise l'hydrogène. J'ai rapporté ici, avec cette petite note, les systèmes de Friesuk, de Schirrich, donc l'Haber-Bosch qui utilise de l'hydrogène. Et j'ai mis aussi une autre notation, qui est le seul système capable de faire une dissociation de l'azote sur un atome de métal isolé. Il s'agit du système de Schrock, aussi de Nishibayashi. Mais comme vous voyez, avant nos travaux, il n'y avait aucun précédent en littérature de système capable de faire la dissociation complète de l'azote en présence d'hydrogène. Vous pouvez peut-être vous demander si ce système ici de Cumming serait capable de le faire. Il est bien monométallique, mais comme dans le système de Nishibayashi vu précédemment, c'est un système qui est capable de faire une coordination de l'azote entre 2 monomères, donc donner molybdène, azote, azote, molybdène. Et de nouveau, il y a une interaction plurimétallique qui est capable de porter à ce clivage. C'est donc dans ce contexte que notre système, je passe aux notations bleues pour montrer celles qui proviennent de notre groupe. Donc c'est dans ce contexte que notre système, que je vais décrire dans quelques instants, a réussi à montrer son unicité. Il s'agit d'atomes de tantale isolés supportés sur une surface de silice, qu'elle soit mésoporeuse, donc capable d'avoir une surface spécifique de l'ordre de 1000 m² par gramme, qui augmente la charge en métal que nous sommes capables d'obtenir, ou aussi non poreuse, comme des grains d'aérosile. Le principe est le même. Avec un traitement adéquat de cette silice, nous aurons des espèces réactives de surface qui sont les silanols, assez isolés. C'est sur ces silanols de surface que nous pouvons faire une chimie organométallique précise, en particulier utiliser un précurseur alkyle de tantale, volatile, que nous pouvons faire condenser sur ces silanols. Ces tantales alkyles de surface, sous hydrogène, conduisent à un mélange de tantale-hydrure et tantale-trisidrure. Vous remarquez tout de suite que ce sont des espèces assez spéciales si mis au regard d'autres espèces de chimie organométallique de solution, puisque par exemple, si on fait un compte d'électrons rapide, nous voyons que les 5 électrons du tantale peuvent compter aussi les 2 des liaisons siloxy sur la surface de silice et l'un électron, donc on arrive à un compte total de 8 électrons. C'est des systèmes fortement déficitaires en électrons. Même en prenant en considération le fait que les doublets peuvent en partie augmenter cette densité électronique. Le tantale trisidrure, donc un tantale 5 sans électron D, arrive à un compte de 10 électrons. Nous restons à des comptes très très bas. Et les travaux dans notre équipe avant mon arrivée, portés par Jean-Marie Basset, avaient montré par exemple que ces mêmes hydrures sont capables de faire une chimie du méthane ou d'autres alcanes absolument remarquable. Je n'en dirai qu'un seul exemple. 2 molécules de méthane peuvent être couplées en éthane et sans présence d'oxydant. La nouveauté a été que ces mêmes hydrures de tantale sont capables de faire la dissociation complète de l'azote en imido, donc en espèce tantale NH2, tantale double liaison NH, amido, tantale NH2 de surface. Les conditions peuvent sembler assez rudes si on provient de la chimie moléculaire. Nous sommes en présence d'espèces hétérogènes, donc nous utilisons souvent les conditions de la catalyse hétérogène. 250 degrés Celsius, c'est une température qu'on peut presque considérer de modérée dans certains contextes. Et la pression de notre système est de 1 atmosphère. Donc pression maximum totale du mélange des réactifs gazeux que nous avons ajouté à notre réacteur. Donc en conditions, somme toute, assez modérées, il faut quand même 3 jours pour obtenir des conversions qui dépassent les 95%. Nous sommes capables de faire cette dissociation totale de la triple liaison en imido-amido.
Avant d'aller plus loin sur la caractérisation, je vais tout de suite faire le ménage devant ma porte. Il ne s'agit pas d'un système catalytique pour la production de l'ammoniac, c'est bien un système stéchiométrique qui est capable de faire le clivage. Nous avions en effet démontré quelques mois avant la publication sur l'azote, le fait que les mêmes hydrures de tantale réagissent de façon spontanée et complète en quelques heures à température ambiante avec l'ammoniac pour donner le même produit, imido-amido, et son adduit ammoniaqué. Donc, le produit imido-amido est trop stable thermodynamiquement pour pouvoir penser de pouvoir faire un cycle catalytique sur ce système. Cependant, les étapes élémentaires qui seront mises en évidence peuvent donner des indications intéressantes. Avant de revenir au système de l'azote, je vais vous donner quelques éléments sur comment nous travaillons à la caractérisation des espèces imido-amido de surface. Typiquement, nous utilisons toute une panoplie de techniques spectroscopiques, que ce soit l'infrarouge in situ avec les marquages isotopiques où nous substituons au proton du deutérium ou à l'azote 14 de l'azote 15 pour être bien sûr de nos attributions, l'analyse élémentaire, la spectroscopie EXAFS qui nous permet d'avoir une mesure de la première sphère de coordination autour du tantale quand nous utilisons une bande d'excitation au tantale sur le synchrotron, et aussi la RMN de l'état solide. Je vous montre ici la cartographie 2D proton azote 15. Donc c'est un spectre de corrélation hétéronucléaire azote 15 proton d'un échantillon complètement marqué azote 15. Je m'arrête quelques secondes de plus sur ce système de caractérisation RMN pour saluer la collaboration avec Anne Lesage et Lyndon Emsley au centre RMN à très haut champ de Lyon, et aussi pour vous montrer que c'est sur ce système non seulement que nous avons pu obtenir les traces 1D protons clairs à travers cette corrélation ETCOR, mais que nous avons développé de nouvelles séquences de l'état solide, et en particulier, en plus de la double quanta RMN, qui était déjà connue, par double quanta, on entend une séquence qui permet de filtrer sélectivement de la diagonale tous les systèmes qui ne contiennent qu'un proton. Donc nous avons pu filtrer sélectivement et attribuer de façon précise l'imido. Pour la première fois, nous avons développé un triple quanta, donc une modification de cette séquence qui permet de filtrer sélectivement tous les systèmes qui ont moins de 3 protons équivalents. Ce qui veut dire que nous pouvons ajouter à l'imido que nous avions déjà identifié la résonance de l'amido. À l'amido, la résonance de l'imido. Je reviens maintenant au système azote et je termine la partie synthèse. En plus des systèmes que vous avez déjà vus, donc infrarouge, RMN de l'état solide marqué azote 15, EXAFS, etc., etc., nous avons cette fois ajouté des mesures des propriétés de texture pour être bien sûr que nous ne perdions pas, par exemple, la structuration de notre MCM de départ, que les conditions étaient assez douces pour que ce matériau garde son intégrité, et surtout, grâce à une collaboration avec Odile Eisenstein et Xavier Solence-Montfort, des calculs théoriques basés sur la théorie de la fonctionnelle de densité, DFT donc, qui nous permettent d'avoir des optimisations de géométrie et d'énergie et d'avoir une idée de quelles sont les énergies mises en jeu dans ces réactions. En particulier, comme premier modèle, nous avons utilisé un système périodique qui donc essaie de prendre en compte l'aspect massique de notre système, et avons aussi démontré que si nous utilisons simplement un cluster plus petit avec 2 atomes de silicium et la coordination de tantale imido-amido, nous obtenons bien les mêmes géométries et les mêmes énergies. Donc les études suivantes se limiteront à ce cluster. Dans les 2 cas, les thermos conforte l'idée que nous sommes devant un système particulièrement stable de tantale 5, imido-amido. Passons donc à ce que je pense être la partie la plus intéressante de ce travail, et comment
Nous avons un système unique, puisqu'il n'y a aucun autre exemple de système de tantale isolé capable de faire la réduction et le clivage de l'azote avec l'hydrogène. Comment est-ce que nous arrivons à ce résultat? Expérimentalement, nous avons utilisé un suivi infrarouge que je vais vous détailler ici. Donc, à partir de nos hydrures de départ qui sont reportées ici en bleu et qui sont caractérisées par un massif de bandes d'étirement tantale HX centrées sur 1850, et la largeur de bande est déjà un signe du fait que nos systèmes sont représentés de façon assez fidèle, comme un mélange de monohydrure et de trishydrure, mais que cette vision ne représente que 90% des espèces de surface. Nous avons sûrement des espèces plus complexes où des interactions SI-OSI de ponts adjacents complètent la coordination du tantale et donnent une certaine hétérogénéité de sites. Cette hétérogénéité de sites explique en partie donc la largeur de ces bandes tantalhydrures. Le spectre infrarouge est aussi accompagné par des silanes de surface qui se forment à l'étape d'hydrogénolyse de l'alkyle, des traces d'étirement CH qui sont donc les précurseurs alkyles qui conduisent aux hydrures de surface, et enfin les silanols de surface, les espèces qui ne sont pas complètement consommées lors du greffage et qui restent assez inertes pour le reste de la réaction. Le reste de la réaction a été découpé en deux étapes, ajout d'azote et ajout d'hydrogène. L'ajout d'azote montre à l'œil nu une très petite différence qui se voit mieux si nous faisons un spectre différence avant-après ajout d'N2. Et en plus des perturbations à 1850 du système hydrure, nous voyons aussi une assez faible bande à 2800 cm-1 qui shift de 90 cm-1 si nous utilisons de l'azote 15 plutôt que de l'azote 14. En chauffant à 250 degrés, commence à poindre une bande vers les 3500-3400, donc la zone d'étirement des liaisons NH. Et en particulier, nous voyons que même après ajout d'hydrogène, il est impossible d'obtenir la complète transformation dans les bandes finales. Nous nous arrêtons sur un deuxième intermédiaire qui voit quelques bandes croissantes des imidos, amidos, finaux, mais surtout qui voit un intermédiaire à 3400. Nos travaux dataient de 2007. L'année successive, Li et Li ont proposé, grâce à leur calcul DFT, un mécanisme. Et j'ai cherché un mot plus adéquat, mais je ne l'ai pas trouvé, vous m'excuserez, assez bourrin, hein, assez violent, qui, en partant d'un modèle assez similaire du nôtre, donc de silicium, tantale, monohydrure, conduisent à la coordination de l'azote, donc l'intermédiaire 2, et ne peuvent arriver qu'aux premières étapes de réduction qu'avec cette énergie d'activation phénoménale, 45 kcal par mol. Même les auteurs, dans leur papier, doivent admettre qu'il s'agit probablement d'un effet tunnel pour pouvoir être capable d'observer, même à 250 degrés C, cette étape élémentaire. Le mécanisme continue avec une addition oxydante d'H2, un deuxième transfert et, in fine, le troisième transfert qui est aussi lié au clivage de la liaison azote-azote, qui lui aussi est assez lourd énergétiquement. Je passe maintenant au mécanisme que nous venons de proposer et qui est différent de celui que je viens de vous montrer ici, qui est assez on va dire, standard. Coordination, insertion, addition oxydante, insertion, etc., etc. Voici donc les calculs que nous avons conduits et que nous avons accompagnés aussi avec des travaux indépendants en prenant les mêmes hydrures et en le faisant réagir avec le diazène, donc H, N, double liaison NH, avec l'hydrazine, H2N, liaison simple NH2, pour être sûr que nous pouvons obtenir sélectivement les intermédiaires que nous vous proposons et mesurer
les énergies d'activation que nous calculons. Donc la première étape, en plus de la coordination Sindon de Lee and Lee, peut être une coordination Hendon, et chose qui peut-être a des échos intéressants, un adduit tantal dihydrogène peut donner lieu à un adduit tantal d'hydrogène par élimination de H2. On retrouve bien 0,3 équivalent d'H2 en phase gaz. Ces systèmes Hendon peuvent donner des systèmes Sindon, donc passer d'un isomère où il n'y a qu'un doublet d'un atome d'azote à passer à un isomère où les deux azotes sont en interaction avec le métal. Ces deux transformations ont une barrière cinétique assez forte, mais plus basse de celle calculée précédemment, et sont en accord avec l'intermédiaire que nous avons observé. En particulier, le déplacement que nous voyons ici est très léger par rapport à la bande de N2 libre en phase gaz, de 1331, et donc il s'agit d'un système qui est capable de faire une très légère rétrodonation vers le N2. C'est donc ce système de tantal 5 qui n'a pas d'électron D qui peut expliquer cette bande. Ici, les deux mécanismes commencent à diverger. Nous avons bien retrouvé une activation d'énergie, une énergie d'activation très haute pour l'insertion directe d'un hydrure dans le système N2. Et en revanche, nous avons vu qu'il est possible de commencer à transférer des hydrogènes sur ce même fragment si, au lieu de partir du monohydrure, nous parlons d'un système tricidrure, mais du système tricidrure qui contient encore une liaison hydrogène-hydrogène, donc un adduit hydrogène. Il est en effet connu que les adduits hydrogènes peuvent avoir une certaine acidité, et donc le transfert de ce premier hydrogène est bien un transfert de protons entre l'H2 acide et le doublet de l'azote fixé sur le tantal. Et nous avons un effet assez dramatique sur l'énergie d'activation mise en jeu. La deuxième étape donc, peut être une étape de réduction où nous passons d'un système à double liaison à un système à liaison simple. Et là aussi, le rôle de l'hydrogène moléculaire coordonné au tantal est central. Je vais l'expliquer un peu plus en détail plus tard. Je déroule le mécanisme entier pour dire qu'une deuxième étape de transfert d'hydrure nous amène à cet intermédiaire. Et c'est ici que nous voyons les premières énergies d'activation vraiment importantes et qui donc est en accord avec l'intermédiaire que nous avons observé à 3400. Nous l'attribuons au diazénido, et en effet, la réaction des hydrures avec le diazène nous a conduit à l'observation de cette bande. Expérimentalement, l'ajout d'hydrogène au système est nécessaire pour avoir une conversion complète en imido-amido. Nous ne pouvons pas obtenir la conversion complète de ces espèces qu'en chauffant ou qu'en ajoutant l'hydrogène. Il faut bien faire les deux choses, hydrogène et chauffer. Comment pouvons-nous expliquer la nécessité d'ajouter de l'hydrogène pour obtenir les espèces finales, en sachant qu'ici nous avons bien hydrure, 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 et que là nous avons bien hydrure, 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 donc que H2 n'est pas stéchiométriquement nécessaire. Les calculs DFT nous suggèrent un mécanisme à plus basse énergie promu par de l'hydrogène, et en particulier le clivage hétérolytique de H2 sur cette liaison tantal-azote. Nous parlons de clivage hétérolytique parce que les deux électrons de l'hydrogène vont avec un seul H pour donner cette hydrure, et le deuxième H se retrouve comme proton. Nous parlons aussi d'activation bifonctionnelle, parce que ce clivage hétérolytique de H2 en hydrure et proton est possible parce que le centre métallique est en présence d'un azote qui a un doublet, et donc peut travailler comme un couple acido-base. Le tantal est l'acide qui recevra l'hydrure, et le doublet de l'azote est la base qui recevra le proton. Comme je vous avais montré dans le premier transparent, les transferts d'hydrure sont toujours plus faciles
le long de cette chaîne de réduction. Et en effet, sur cette espèce qui contient 3 hydrures, les calculs démontrent que l'énergie d'activation est plus basse que la première. Nous arrivons au produit final par une étape inverse du clivage hétérolytique, c'est-à-dire un couplage hétérolytique. H2 peut être produit par la présence, en combinant un hydrure et un proton. Je démontrerai plus tard que nous avons étudié cette étape indépendamment. Donc c'est un mécanisme assez complexe. Hein. Je vais faire quelque chose qui est assez cartoon, mais qui peut-être aide à visualiser l'ensemble du mécanisme. En plus de la coordination de N2 Sidon sur le complexe de Tantale 3 qu'avait déjà trouvé Li Li, nous proposons qu'il est possible aussi d'avoir des intermédiaires end-on, que ces intermédiaires end-on, et celui-ci en particulier, soit celui que nous observons par infrarouge. Il est nécessaire de chauffer pour pouvoir continuer à avoir une évolution du système. Dans le cas des monohydrures, l'étape d'insertion ici d'une hydrure dans le N2 est rédhibitoire. Il est intéressant de remarquer, par exemple, que c'est quelque chose qui a beaucoup été recherché par Chat, par toute l'école anglaise et d'autres encore sur l'activation de l'azote, qu'on pourrait penser que puisque N2 est isoélectronique assez haut, cette insertion devait être absolument possible, mais c'est une étape élémentaire qui n'a absolument aucun précédent en littérature, même si elle a été recherchée avec beaucoup d'efforts. Donc, point de salut pour le monohydrure, même en chauffant à 250 degrés. En revanche, le tricyhydrure peut évoluer dans un intermédiaire end-on et terminera à ce trou de potentiel qui sont les diazénidaux que nous avons observés indépendamment. Il est nécessaire d'ajouter de l'hydrogène pour avoir la conversion finale, cet hydrogène permettant en effet un escamotage cinétique qui permet la conversion au produit final avec une énergie plus basse, mais qui aussi conduit au shunt, je vais dire, au fait que l'espèce monohydrure peut aller sur la route du tricyhydrure et donc elle aussi être complètement convertie dans les produits finaux. Donc, nous avons maintenant une vue d'ensemble du mécanisme et j'aurais envie d'utiliser la dernière partie pour vraiment parler du rôle du dihydrogène. Je crois qu'il y a l'hydrogène joue 2 rôles assez originaux dans ce mécanisme. Le premier est le suivant. On a vu en introduction, on a vu dans les calculs de Li Li, on a vu en creux par l'absence en littérature d'insertion des N2 dans une métallhydrure que cette étape élémentaire est presque rédhibitoire. Or, la proposition que nous faisons, c'est qu'il est possible de découpler, de décomposer ce transfert d'hydrure, de H-, en 2 étapes plus basses d'énergie, dont l'effet global est le même. Vous l'aurez compris, la première étape est la protonation. Donc, la formation d'un adduit d'hydrogène permet un transfert de protons à une énergie beaucoup plus basse. Cette étape élémentaire était déjà connue dans la chimie de l'azote. Nishibayashi, le même d'ailleurs qui a publié maintenant l'espèce de molybdène, était étudiant avec Idai et travaillait donc déjà sur l'activation de l'azote en 1994 quand ils ont publié qu'un complexe de tungstène 0 pouvait être protoné par un adduit d'hydrogène de ruthénium 2. Donc la source de protons est bien ce complexe de ruthénium 2. Kubas, le maître des organométalliciens des adduits hydrogène sur les métals, avait déjà largement démontré la capacité d'un H2 coordonné à être un acide même assez fort. Nous avons pour l'instant fait une seule des transferts nécessaires. Nous avons transféré le proton à une énergie beaucoup plus basse. Il est maintenant nécessaire de transférer les 2 électrons pour arriver à quelque chose d'analogue d'un transfert d'hydrure. Et ceci, de nouveau, est possible en invoquant l'intermédiaire d'un complexe H2. Parce qu'en effet, les 2 liaisons hydrures ici stockent 4 électrons.
Si nous pensons qu'une évolution de dihydrure à dihydrogène libère les 2 électrons, puisque nous passons d'un système à 4 électrons à un système à 2 électrons, nous pouvons maintenant imaginer que ces 2 électrons participent à la réduction de la double liaison N2 à une liaison simple NN. Donc, le travail et la participation, la présence d'adduits d'hydrogène de le complexe a permis de trouver un mécanisme alternatif à un transfert d'hydrure très dispendieux en le découplant en 2 étapes, transfert de protons et transfert de 2 électrons. Le deuxième, et ça c'est la première, je crois, aspect un peu original de ce mécanisme, le deuxième, me semble-t-il, est le suivant, et le fait que dans la dernière étape, cet hydrogène est un hydrogène qui n'est pas nécessaire stéchiométriquement. Nous passons d'un système tantal HNNH à un système tantal NH2NH. Tous les hydrures, tous les électrons sont déjà présents. Et pourtant, l'ajout d'un molécule d'hydrogène suprastéchiométrique permet de nouveau de découpler le mécanisme en clivage hétérolytique, transfert d'hydrure et couplage hétérolytique. Comme je vous disais, nous avons étudié indépendamment ce mécanisme en prenant le produit final, en le mettant en présence de D2, en étudiant les énergies d'activation, etc., etc. Donc il me semble que cette proposition de mécanisme donne une autre façon dont peut être utile de l'hydrogène parce qu'il facilite le transfert d'hydrure sur un fragment N2 partiellement réduit. Il paraît donc que de l'hydrogène suprastéchiométrique permet d'avoir un mécanisme plus efficace, donc plus rapide, et cette même molécule d'hydrogène se retrouve reformée à la fin de cette séquence d'étapes élémentaires. Il me semble que ce rôle de l'hydrogène est très proche, peu ou prou, à ce que nous définissons être un catalyseur, donc une substance qui est capable d'augmenter la vitesse d'une réaction sans elle-même être consommée lors de cette réaction. Et c'est un peu ce que fait l'hydrogène dans cette proposition. Elle permet de trouver d'autres mécanismes réactionnels, intermédiaires réactionnels à énergie plus basse, donc accélère la réaction, mais n'est pas consommée à la fin. La dernière partie de cette dernière partie est, en plus de l'utilisation de l'hydrogène comme une molécule clé pour baisser l'énergie, est-ce que nous pouvons faire et comment pouvons-nous faire le lien entre les mécanismes à base de protons et d'électrons que nous avons vus au début, la nitrogénase, les systèmes de Schrock et les systèmes comme celui-ci qui n'utilisent que de l'hydrogène. Je vais aller rapidement sur les étapes élémentaires. On a vu tricidrure en hydrure d'hydrogène, transfert de protons, transfert d'électrons, transfert de protons, utilisation du dihydrogène. Mais maintenant, fixons notre attention non pas sur tout le complexe organométallique. Bon, c'est par habitude que je dis organométallique parce que c'est ma culture, mais il n'y a aucune liaison métal-carbone ici. Donc complexe de surface inorganique. Et fixons notre attention que sur le fragment N2. Si nous ne regardons que le fragment N2, nous avons une vision complètement différente de ce que je viens de vous montrer, où il n'y a eu que de l'hydrogène en jeu et des hydrures. La vision que nous avons est la suivante. N2, qui est un ligand neutre, devient un N2 de moins parce qu'il a été réduit et des dianioniques. Le transfert donne une addition de protons qui après peut être encore réduit et donner un trisanion qui redevient protoné pour donner cet intermédiaire diazénido et avec ce truc de passe-passe, avec une molécule d'hydrogène suprastéchiométrique, arrive à l'étape finale. Cette présentation permet de faire un lien presque immédiat entre le nombre d'électrons et de protons dans un système qui n'utilise aucune source d'électrons ou de protons, qui n'a utilisé moléculairement que de l'hydrogène.
il faut voir qu'il n'y a rien vraiment de spécial. Passer de N2 à imido-amido, donc à NH2, NH2-, veut dire ajouter 6 électrons et 3 protons à ce N2. Où sont-ils? Eh bien, ils sont déjà stockés dans les liaisons tantal-hydrure, puisque nous avons les 3 protons ici et les 6 électrons dans les 3 liaisons hydrure. C'est assez évident. Ce qui est peut-être plus rigolo, c'est que si maintenant nous regardons dans un détail plus fin le mécanisme qui permet cet inventaire d'électrons et de protons, nous voyons que nous devons ajouter un hydrogène et dans les réactifs et dans les produits. Donc normalement, ça s'élimine. Et la question que je voudrais poser ici, c'est est-ce que cette étape-là est en écho avec la molécule d'hydrogène suprastéchiométrique, j'aurais envie de dire, que les nitrogénases ont la nécessité de produire quand nous avons la réduction d'azote en ammoniac. Est-ce que des intermédiaires d'hydrogène sont importants, intéressants, présents dans les nitrogénases? Si nous allons voir la revue de Greg Gubas sur les polyhydrures, une petite section sur les nitrogénases, que j'ai compris en partie évidemment, mais une petite section sur les nitrogénases semble sous-tendre que leur capacité à donner de l'HD sous D2 est indicative de la présence d'intermédiaires d'hydrogène sur la nitrogénase. Hoffman, que j'ai rencontré à un congrès, est lui par contre assez opposé à l'idée qu'il y ait des polyhydrures, et en particulier des adduits d'hydrogène dans les nitrogénases. Donc c'est un argument de débat. Ce que je sais, c'est que même si cet état proposé peut avoir un écho quelconque avec les nitrogénases, le mécanisme que nous avons proposé n'est pas du tout relevant, n'est pas du tout à propos. Hein. Les nitrogénases marchent à température ambiante, sous une atmosphère. Les énergies d'activation que je vous ai présentées sont de l'ordre de 30-35 kcal par mol, ne sont absolument pas possibles. Il y a des intermédiaires, on vient de le voir, avec des soufres de surface, avec des fers qui sont possibles dans un cas et qui ne sont pas possibles dans le cas des atomes de tantale isolés sur silice. Mais le jeu de l'hydrogène coordonné sur un métal comme source de protons, comme réservoir d'électrons et possiblement comme escamotage pour baisser l'étape d'activation peuvent peut-être rester intéressantes. Ceci explique un peu graphiquement, résume un peu graphiquement ce que nous avons essayé de proposer. C'est que la possibilité de faire un adduit d'hydrogène sur un atome isolé est la clé pour découpler un transfert d'hydrure qui peut être très cher énergétiquement en 2 étapes beaucoup plus basses en énergie, un proton et un transfert de 2 électrons. C'est une chimie que nous avons vue sur ce système. C'est évident qu'elle n'aurait pas pu être observée sur les systèmes moléculaires qui donnent des adduits d'hydrogène, hein, parce que typiquement les complexes moléculaires en conditions homogènes ont des solvants, ont des ligands organiques, et il est impossible de penser d'aller explorer des énergies d'activation de l'ordre de celles que nous vous avons présentées. En revanche, la question reste ouverte. Est-ce que ces mêmes étapes élémentaires sont pertinentes en catalyse hétérogène? Eh bien, je terminerai sur le fait que jusqu'à maintenant, la catalyse hétérogène s'est beaucoup intéressée à des surfaces métalliques. Et comme j'ai dit en ouverture, sur une surface métallique non dopée, style fer, la dissociation de l'hydrogène homolytique en hydrure de surface est sans aucune barrière. On parle bien de chimie-sorption homolytique. Nous passons de H2 directement à hydrure. Il n'est pas possible d'observer un adduit H2 où il reste encore une densité électronique entre H et H, tandis que cette molécule est déjà en interaction avec le fer. Mais ceci est dû aux propriétés collectives d'une surface de métal. Si nous allons sur d'autres catalyseurs, type ici des éolites de type ZSM5,
dans laquelle nous avons substitué sélectivement certains des atomes avec un atome de cuivre. Et bien sur ce solide-là, qui est capable d'aller à des températures et résister à des températures très hautes, sur ce solide-là, cet atome de cuivre, de nouveau isolé, peut donner des adduits hydrogène, comme a été vu par le groupe de Torino, dont je rapporte ici des spectres infrarouges qui sont la signature de ces adduits hydrogène et les deux références. Je terminerai par un résumé et peut-être ce sur quoi nous sommes en train de travailler maintenant, mais ce n'est pas nécessaire de vous donner trop d'appesantir. Donc azote, ammoniac. Aussi, nous avons étudié les mécanismes de l'activation bifonctionnelle de l'hydrogène. Je ne l'ai pas présenté, nous avons travaillé aussi sur l'activation de l'ammoniac, qui peut sembler être un substrat totalement facile à activer, mais qui en réalité donne un défi assez important, parce que son doublet sur l'azote conduit à une coordination sur les métals qui n'est pas nécessairement favorable à une addition oxydante ou une activation de la liaison NH. Donc il est difficile de convertir directement ammoniac en produit ammoniaqué. Nous commençons à regarder ces mécanismes et nous voyons qu'en effet, ce complexe peut être une bonne voie d'entrée pour la fonctionnalisation et l'utilisation de l'ammoniac. La frontière pour nous est maintenant de coupler le travail avec les alcanes qui avaient été fait avec les mêmes hydrures de tantale, avec ce travail sur l'azote et sur l'ammoniac, de voir s'il est possible d'observer une activation CH sur ces imido-amido en ayant cet objectif très ambitieux de continuer à dérouler la transformation azote en ammoniac et ammoniac en liaison CN. Il me reste la partie la plus agréable d'une présentation, qui est le remerciement de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé en noir et avec elles je travaille encore en bleu, en particulier mes étudiants, ma doctorante Yasmine Kaya et le postdoc Hampeng Jia, Mostafa Taoufik, ingénieur de recherche au labo avec qui on continue à travailler main dans la main sur ce sujet. Nos collaborateurs au centre RMN à Tréauchamp, Odile et Xavier pour les calculs DFT, Cilia Bordiga et le groupe à Turin pour des travaux en Raman, et tous les supports financiers qui ont commencé avec une ANR jeune chercheur et qui sont maintenant avec un contrat industriel. Marc pour son invitation que j'apprécie vraiment beaucoup, et vous tous pour votre attention.